Bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre invitation. Donc effectivement, je suis sociologue et je vais peut-être avoir une approche par conséquent un petit peu différente de celle des intervenants qui vont suivre, qui sont pour la plupart du corps médical et qui interviennent sur les soins palliatifs. Alors, je crois qu'on m'a sollicité pour avoir un regard un petit peu global sur la question de la fin de vie aujourd'hui. Évidemment, la question est extrêmement vaste et la question à laquelle on me demande de répondre est très complexe, même si 45 minutes pour les auditeurs, c'est long. D'entendre la même personne, pour le communicant, quand on a beaucoup de choses à dire, ça peut être relativement rapide. Donc j'ai essayé de trouver la meilleure manière d'aborder les choses, et je pense qu'il faut repartir d'une perspective socio-historique. Donc c'est ce que je vais m'attacher à faire pour essayer de mieux ancrer les débats contemporains, mieux saisir, essayer de comprendre un petit peu dans quoi ils s'inscrivent, puisque bien évidemment ils s'inscrivent dans un processus socio-historique. Et puis par ailleurs, comme je suis sociologue et que en tant que telle, je ne souhaite pas avoir un discours trop théorique et m'appuyer à minima sur ce que j'ai pu faire comme travail de terrain. J'essaierai de vous parler un petit peu de ce que j'ai fait lorsque j'ai fait mes travaux de recherche, en particulier au sein d'une équipe mobile de soins palliatifs que j'ai suivie pendant plusieurs mois. Ça, c'est un petit peu, ça date de quelques années, mais je continue de suivre un peu ce qui se passe et je pense que les choses n'ont pas énormément changé, mais peut-être un peu. Vous ne manquerez pas de me le faire savoir si tel est le cas. Donc, je vais vous proposer un propos en 4 points. Dans un premier temps, je voudrais revenir sur cette question à laquelle, évidemment, je ne vais pas apporter de réponse, mais des éléments de réflexion. La question est la suivante. Qu'est-ce que bien mourir ? Et c'est là, clairement, que j'aimerais avoir cette position un peu socio-historique. Alors d'abord, je voudrais rappeler que pendant très longtemps, mais vous le savez bien, hein, tout ce que je vais vous dire, je ne vais rien vous apprendre, en fait, hein, c'est certain. L'accompagnement des mourants a longtemps été à la charge unique de la famille et de la communauté sociale également, plus largement, et ou religieuse. Et pendant plusieurs siècles, cet accompagnement des mourants était très ritualisé selon les rituels chrétiens. Les historiens parlent d'ailleurs de l'ère de la mort chrétienne, et on peut, mais très rapidement, dire que ça va s'étendre, cette ère de la mort chrétienne, jusqu'à la fin du XIXe, voire au milieu du XXe siècle. Donc pendant toute cette période, évidemment je brasse très large, les occasions de mourir jusqu'à fin 19e, milieu du 20e, les occasions de mourir sont extrêmement nombreuses. Il y a des tas d'épidémies, il y a des guerres, il y a des modes de vie extrêmement violents, il y a des famines, il y a des taux de mortalité infantile énormes, et on a une médecine qui est globalement impuissante. Toujours est-il que bien mourir, à cette époque-là, pendant toute cette période, c'est mourir selon le modèle chrétien. Il faut s'y être préparé matériellement. On fait des dons, on fait des legs, on fait des testaments. Il faut s'y être préparé spirituellement. On fait ses confessions, on fait des sacrements pour sauver son âme et pour parvenir à la vie éternelle. Le mourant est prévenu de sa mort. Le mourant doit être prévenu de sa mort, celle qui surviendrait de manière inopinée, sans que donc l'on ait pu s'y préparer, est vraiment considérée comme la mauvaise mort. Puis, au milieu du XXe siècle, il y a tout un tas de bouleversements qui s'opèrent. La mortalité recule sur un plan comptable, en raison notamment de l'amélioration des conditions de vie et des progrès de la médecine. La société se sécularise et dans le même temps, le regard qui est porté sur la mort et sur les mourants et les attitudes face aux mourants change. Alors c'est là que vont commencer à intervenir les sciences sociales, parce que pendant très longtemps, c'était une question qui n'était pas dissertée par les historiens, les sociologues ou les anthropologues. Et puis avec ces transformations, ça devient un objet d'étude. Tout
ces disciplines des sciences humaines et sociales mettent en avant, pour la période contemporaine, la fuite devant la mort. La mort devient invisible, la mort devient indicible. Elle est soustraite au regard, elle est effacée des espaces quotidiens, on n'en parle pas, sauf quand il s'agit de mort lointaine, sauf quand il s'agit de mort anonyme. Alors excusez-moi, évidemment, je fais une parenthèse avec l'actualité de ces derniers jours qui renvoie à quelque chose de complètement différent, mais ceci étant dit, je ferme ma parenthèse, la mort, on n'en parle pas, sauf quand elle est anonyme et lointaine. Donc là, à l'inverse, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'elle fait l'objet d'un discours surabondant. Elle est omniprésente dans les médias. Il y a un certain nombre de séries télévisées, par exemple, qui en font l'objet même de la série. On peut assister à des scènes de crime en direct, via les médias, Internet en particulier. Mais finalement, on peut se demander si la dimension essentielle de la mort n'est pas occultée, tant elle apparaît extraordinaire, c'est-à-dire en dehors de l'ordinaire de nos vies. En tout cas, c'est le postulat d'un certain nombre de chercheurs, d'historiens comme Philippe Ariès, qui parle de la mort interdite pour qualifier la période contemporaine, ou d'anthropologues comme Louis-Vincent Thomas, qui, lui, parle de déni de la mort pour toujours expliquer le rapport que l'on a à la mort pour la période contemporaine. Les pratiques, en conséquence, qui entourent la mort témoignent de cette tendance. Les manifestations apparentes du deuil, par exemple, disparaissent. Il convient, en cette période de deuil, de contrôler ses émotions, passer un certain temps. On accepte pendant un certain moment des émotions trop visibles, et puis après, assez vite, il faut que ça cesse, alors qu'il fut un temps où on parlait de deuil hystérique, les cris, les lamentations faisaient partie du processus. On va préférer, par exemple, le registre écrit pour présenter ses condoléances, plutôt que d'aller les présenter verbalement. Les veillées mortuaires se font rares, etc. Donc, on assiste, pour parler sociologiquement, à un refoulement de la mort dans les coulisses de la vie sociale. Il faut que ça reste confiné. Alors tout ça, tous ces bouleversements d'attitude, de représentation, vont avoir une incidence sur les représentations de la bonne mort. Et là, je mets encore une fois une parenthèse. Ce serait impropre syntaxiquement de parler de moins mauvaise mort, mais je crois que c'est assez paradoxal d'associer les mots bonne et mort, puisque par définition, la mort reste quand même redoutée et reste un événement dramatique pour une grande majorité des gens. Enfin, en tout cas, c'est ce que semblent indiquer les sondages d'opinion que l'on peut faire et lorsque l'on échange avec les gens. Je ferme ma parenthèse. Donc les représentations de la bonne mort s'imposent et se transforment au fil du temps. Pour la période récente, donc au temps de la mort interdite, l'idéal de la bonne mort, c'est de ne pas se sentir mourir. Et dans le même temps, il est préférable de taire la vérité au mourant sur sa situation. Ce silence et je reviendrai après là-dessus, on en discutera sans doute, mais ce silence est presque devenu une règle éthique, une norme, l'argument étant de préserver le malade. En fait, c'est aussi un moyen pour les professionnels de ne pas avoir à aborder le sujet, qui reste extrêmement délicat, qui reste, quoi qu'on en dise, tabou dans la plupart des services hospitaliers. Alors évidemment, si vous êtes tous du monde des soins palliatifs, ce que je vous dis fait probablement pas tout à fait écho à la réalité de ce que vous rencontrez, mais quand même, moi, c'est ce que j'ai observé quand je passais du temps avec ces équipes mobiles qui intervenaient dans des services de soins. Mais c'est quand même une réalité à laquelle j'ai pu assister. En tout cas, donc, on n'aborde pas non plus toujours le sujet avec les personnes qui sont en fin de vie.
Et le prototype de la mort idéale aujourd'hui serait une mort qui survient, quand on interroge les gens, dans les grands âges de la vie, de manière rapide, de manière inaperçue, sans douleur, pour éviter ce que chacun redoute et qui semble inévitable dans les représentations, la souffrance, la déchéance, l'interminable agonie. Donc en fait, le corollaire, pour éviter ça, souffrance, déchéance, agonie, on veut occulter d'une certaine manière ce temps du mourir. Quand on les interroge, il y a une écrasante majorité de gens qui souhaitent mourir sans s'en rendre compte. Le sondage est un peu ancien maintenant, parce qu'il date du milieu des années 80, mais j'en ai pas trouvé de plus actuel. Il y avait 82% alors qui disaient qu'ils préféraient mourir sans s'en rendre compte. Alors évidemment, ce qui est considéré comme la bonne mort aujourd'hui pour la personne qui va mourir, c'est pas forcément ce que vont en dire les proches, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la bonne mort aujourd'hui est à l'opposé de ce qui était la bonne mort autrefois, qui était vraiment la mort maudite. La prise en charge de la fin de vie, elle aussi, a beaucoup changé, puisque le clergé et son lot de ritualisation ont cédé la place à la sécularisation. Encore une fois, un sondage réalisé pour le compte des pompes funèbres par l'Institut de sondage l'IFOP indiquait en 2010 que 45% des Français souhaitaient une cérémonie civile pour leur inhumation et 53% souhaitaient être incinérés. Donc ça révèle aussi cette sécularisation. L'accompagnement religieux et l'accompagnement familial, même s'il existe bien évidemment, cèdent de plus en plus de place à la technique et aux professionnels de santé. Et donc, il apparaît bien que le temps du mourir est un temps qui s'est médicalisé. On meurt d'ailleurs le plus souvent à l'hôpital, dans 60% des personnes meurent à l'hôpital, contre 27% à domicile, et le reste va mourir dans des maisons de retraite ou ailleurs. Alors que, dans le même temps, plus de 80% des personnes souhaiteraient mourir chez elles. Dire que la mort a lieu majoritairement à l'hôpital, ça signifie qu'elle survient dans un contexte technique et qu'elle est de plus en plus médicalisée. La fonction même de l'hôpital, d'ailleurs, a changé, puisque pendant très longtemps, les hôpitaux étaient assimilés à des mouroirs. Aujourd'hui, et si je reprends la terminologie de Michel Foucault, les hôpitaux sont plutôt assimilés à des machines à guérir. Et ça s'amplifie, ce mouvement-là. Si on continue donc d'y mourir, on l'a dit, plus de 60% à peu près, on y entre quand même dans l'espoir d'y être sauvé. On y entre dans l'espoir que toutes les techniques disponibles soient mises en œuvre pour éloigner la mort le plus possible. Donc il y a bien une médicalisation de la fin de vie aussi, et l'arrivée de professionnels de soins palliatifs qui ont pour mandat de s'occuper des personnes mourantes est aussi un indicateur de cette médicalisation de la fin de vie. Cette proportion des décès que je vous indiquais à l'instant est restée stable depuis ces 20 dernières années, et ce malgré le développement de politiques de santé et le développement de dispositifs qui encouragent de plus en plus le maintien à domicile. Alors il y a toute une série de facteurs qui permettraient de l'expliquer, mais je passe là-dessus. Juste, je souligne un autre point, pour ne pas confondre, ne pas superposer en tout cas le lieu du décès avec le lieu de la fin de vie. Puisque si c'est vrai que le lieu de la mort advient le plus souvent à l'hôpital, les études et en particulier les travaux de l'Observatoire national de la fin de vie qui publie un rapport annuel montrent que 30 jours avant le décès, il y a quand même plus de 70% des malades qui sont chez eux. Donc il faut quand même un petit peu relativiser ce que je dis. Mais la majorité va rentrer à l'hôpital pour y mourir. Et parmi elles, 13% rentrent à l'hôpital les 24 dernières heures. Donc ça montre aussi que... Enfin, il y a plein de choses, je n'ai pas le temps de déborder là-dessus, mais il y a, le lieu du décès a lieu dans la majorité des cas à l'hôpital. Alors, en passant du domicile à l'hôpital, pour dire les choses très rapidement, les mourants donc, ont changé de lieu de domiciliation, mais c'est aussi toute la construction symbolique autour de la mort et des mourants qui s'est trouvée modifiée. Et c'est dans ce contexte qu'un nouveau risque a été pointé,
celui du mal mourir. Et j'en arrive à mon deuxième point. Et sur cette question donc, de la médicalisation de la fin de vie et les risques de mal mourir que cela a soulevé, pour ensuite en venir à l'émergence du débat soins palliatifs euthanasie. Donc aujourd'hui, il convient vraiment de dire, dans les représentations, il y a vraiment cette idée que la mort n'est plus perçue comme une fatalité, en raison justement des progrès de la médecine. On va pouvoir de plus en plus repousser la mort. La médecine est de plus en plus performante. Objectivement, elle y parvient à la repousser de plus en plus. Et la mort, en conséquence, est très souvent perçue comme un échec. Alors, par les profanes, pour le sociologue, les profanes, ça va être par opposition aux professionnels, mais aussi pour un certain nombre de professionnels de santé, médicaux ou paramédicaux. Et chez les familles, chez les patients, chez les individus, chez le citoyen lambda, c'est aussi assez frappant cette vision. J'ai, il y a quelques années, mené une enquête dans un service de réanimation sur les familles endeuillées et leur perception de la fin de vie dans le contexte de la réanimation, comment elles vivaient cette dernière période en service de réa. Et en fait, en interrogeant les familles, ce qui ressortait de façon extrêmement fréquente, c'est comment est-ce possible, me disait-on, mais en ces termes, comment est-ce possible qu'il soit mort avec toutes les techniques dont on dispose. Alors peut-être que le fait que ça survienne en réa donne un sens particulier à cette phrase, mais ces propos pouvaient être retenus aussi bien par des gens dont le proche était mort des suites d'une longue maladie qui avait nécessité une entrée en réa, que d'une mort survenue très brutalement, comme il peut y en avoir aussi dans ces services. Et donc vraiment cette idée que la médecine est toute puissante et va réussir à vaincre la mort. Alors ces discours, ces approches, on les retrouve aussi chez les professionnels de santé. Alors pas en ces termes, mais cette idée de la mort vue comme un échec, ajouté au fait que un certain nombre sont peu formés, voire assez peu formés à la prise en charge de la fin de vie, à la prise en charge de la douleur, même s'il y a eu des progrès considérables de fait. Il reste certainement et sans doute des insuffisances, en particulier dans la manipulation des morphiniques, qui restent encore aujourd'hui, je pense, associées à des représentations parfois, enfin je ne vais pas dire négatives, mais un sentiment de peur dans les discours, en tout cas on le retrouve beaucoup, la morphine étant souvent évoquée dans son sens phonétique de mort, M-O-R-T, fine, F-I-N-E, et ça moi je l'ai retrouvé encore récemment dans les discours des professionnels de santé. Donc il peut y avoir un manque de formation, il peut y avoir un manque de préparation. Il ne faut pas oublier que les malades mourants ne sont pas les malades les plus valorisés dans l'univers hospitalier, ni les plus valorisants. Moi, je me souviens avoir entendu dans les couloirs de l'hôpital, lorsque le médecin de soins palliatifs ou d'autres membres passaient, ce sont les anges de la mort, donc ça veut quand même dire quelque chose. Ce sentiment de disqualification que peuvent ressentir les professionnels qui se consacrent à la fin de vie, je pense qu'il est encore tangible. Et puis par ailleurs, la prise en charge de la fin de vie, je pense qu'elle est extrêmement compliquée dans la mesure où on est face à des conditions structurelles, organisationnelles et économiques qui sont assez défavorables à l'accompagnement des mourants. Si on regarde les modalités de financement des hôpitaux, évidemment, ça prend du temps d'accompagner la fin de vie. Et tout ça peut constituer quelques entraves. Bref. Dans les années 80, on pointe avec cette médicalisation, avec cette technicisation. Alors, c'est vrai qu'en plus, dans les années 80, la médecine devient puissante. Elle ne l'était pas avant. Et donc, cette période est assez charnière. Aujourd'hui, les choses ont évolué quand même. Donc, en tout cas, dans les années 80, on pointe un phénomène nouveau, on dénonce un phénomène nouveau, c'est le mal mourir. En fait, dans cette mort hospitalière et cette mort médicalisée, on a le mourant en cours deux risques majeurs.
celui, je vais vite, celui de l'acharnement thérapeutique, puis celui de l'abandon des mourants. Et souvent, c'est d'abord l'un, puis l'autre. Tous deux, ces deux formes de mal mourir vont amorcer des interrogations sur les modalités de la fin de vie. Donc, au cours des années 80, la question qui est posée est alors la suivante: comment mourir dignement? Et à partir du moment où cette question émerge, ça remet sur le devant de la scène, ou ça met sur le devant de la scène un débat qui a longtemps été oublié sur la mort et les conditions de la fin de vie, qui, je vous le rappelle, était vraiment pris en charge dans la communauté sociale, religieuse, familiale. Ces dénonciations du mal mourir vont être portées par deux mouvements. D'abord le mouvement pro-euthanasie, puis le mouvement des soins palliatifs, qui se présentent tous deux comme des voies d'accès au bien mourir. Ce débat va émerger en fait d'abord dans les années 70 autour de l'euthanasie, qui dénonce des situations insoutenables dans lesquelles meurent certains patients. Ces débats émergent dans un contexte plus global où on voit se développer des revendications en faveur d'une maîtrise individuelle sur la vie. C'est par exemple la période de légalisation de l'avortement, etc. Donc, la question de l'euthanasie émerge. Il y a une première tentative de formalisation juridique à la fin des années 70, après l'intervention d'un sénateur qui s'appelle Henri Cavaillé, qui va déposer 2 projets de loi visant à octroyer aux malades incurables le droit de demander sa mort. Ces projets n'ont pas abouti. Mais néanmoins, je les mentionne parce qu'ils montrent que des préoccupations politiques et juridiques là-dessus émergent. Donc ce courant pro-euthanasie est représenté, vous le savez bien, en France par l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, l'ADMD, qui va rencontrer un succès important dans l'espace public, succès largement relayé par un certain nombre d'intellectuels, par des gens influents. On peut par exemple citer le professeur Léon Schwarzenberg, qui publie un ouvrage à la fin des années 70 qui s'intitule « Changer la mort », donc qui était cancérologue, et qui dénonce l'acharnement thérapeutique et revendique publiquement d'aider les malades à mourir. Donc il se positionne, il se positionne en faveur de l'euthanasie. Face à ce discours pro-euthanasie, il y a un nouveau mouvement qui émerge, non pas qu'il soit nouveau en tant que tel, mais qui émerge et qui acquiert une visibilité sociale, c'est celui des soins palliatifs, qui, comme le mouvement pro-euthanasie, dénonce l'acharnement thérapeutique, qui dénonce l'abandon des mourants, mais qui souhaite parvenir à de meilleures conditions de fin de vie, mais qui va aussi dénoncer l'euthanasie comme étant l'une des modalités du mal mourir, au même titre que l'acharnement thérapeutique ou l'abandon des mourants. À cette période-là, on a vraiment une opposition très nette entre les soins palliatifs et l'euthanasie, et le mouvement pro-euthanasie, qui existe encore aujourd'hui, mais je pense sous des formes un petit peu différentes. En tous les cas, ces deux mouvements s'élèvent pour proposer des réponses au mal mourir. Il faut améliorer les conditions de la fin de vie. Ils sont évidemment en profond désaccord sur les manières de parvenir à cette fin de vie, et je voudrais m'arrêter un petit peu sur la nature de ce désaccord en m'appuyant sur les travaux d'une philosophe, sans toutefois que je le sois moi-même, donc je m'excuse s'il y a des philosophes présents ici, si je ne suis pas tout à fait philosophique dans mon approche, mais j'essaie de rendre compte de l'approche de Suzanne Ramex au mieux. Et elle, en fait, veut essayer d'expliquer les points de convergence et surtout de divergence entre soins palliatifs et euthanasie. Et pour cela, elle va parler d'une approche continuiste et d'une approche discontinuiste. Et donc, je voudrais revenir un petit peu là-dessus. Pour dire les choses rapidement, dans l'approche discontinuiste, dont relèverait le mouvement des soins palliatifs, on cesse de retarder ou d'empêcher la mort qui sera causée par la maladie. Dans l'approche continuiste, qui, elle, relèverait plutôt du mouvement pro-euthanasie, on provoque la mort par l'administration d'une substance mortelle. L'approche discontinuiste,
donc plutôt soins palliatifs, repose sur 2 principes. Celui de proportionnalité d'abord, qui légitime les limitations et arrêts de traitement qui deviendraient inutiles ou disproportionnés et qui donc seraient nuisibles aux malades. Le deuxième principe, c'est celui du double effet, qui indique clairement qu'un acte peut avoir 2 effets, l'un qui est bon, direct et voulu, soulager le patient, ne pas s'acharner, et l'autre qui est mauvais, qui est indirect et non voulu, la mort du patient. Ce principe du double effet est sans cesse présent en médecine. Ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre. En matière de fin de vie, cet argument du double effet est très critiqué par les tenants de la posture continuiste, qui lui reprochent notamment d'être hypocrite et qui considèrent que les limitations et les arrêts de traitement sont des euthanasies indirectes, plus lentes, non reconnues comme telles. Les tenants de la posture discontinuiste s'appuient alors sur l'argument de l'intention pour se défendre de tout rapprochement avec l'euthanasie. De telles attitudes, disent-ils, ne relèvent pas d'euthanasie déguisée, mais au contraire visent à éviter tout acharnement thérapeutique. Toute la question va donc être d'évaluer la nature de l'intention, ou pour parler trivialement, voire légèrement, du fait exprès, pas fait exprès. Et c'est là que les frontières, la terminologie, la porosité des frontières et les débats qu'on peut entendre dans les médias, dans l'opinion publique, etc., trouvent vraiment un ancrage important pour émerger. Le flou est largement possible. Alors, je reviens sur la posture continuiste. Les tenants de la posture continuiste, qui, eux, sont favorables donc à la réalisation d'un acte délibérément mortel sur un patient en grande souffrance, refusent la distinction entre sédation, limitation et arrêt des traitements d'un côté, et de l'autre, suicide assisté ou euthanasie. Pour eux, il n'y a pas de différence de nature entre ces 5 actes, mais il y a un continuum. Comme les 3 premiers actes, sédation, limitation ou arrêt des traitements, sont légitimes moralement, les 2 autres doivent l'être aussi. L'argumentation se réfère à la liberté individuelle. On a le droit de se suicider. Ce n'est pas pénalisé. Donc, une personne qui est incapable de se suicider, disent-ils, c'est tenant de la posture continuiste, peut légitimement demander à être aidé par autrui. Derrière, il y a d'autres arguments. C'est employé celui du principe de non-discrimination entre ceux qui peuvent se suicider et ceux qui ne peuvent pas, entre ceux qui trouveraient un médecin qui accepterait de les aider clandestinement et ceux qui n'en trouveraient pas. Et enfin, considère-t-il, il s'agit d'encadrer par la loi une pratique qui existe clandestinement. Ces arguments ne sont pas recevables pour les tenants de la posture continuiste, qui, eux, voient un abîme entre la sédation, l'arrêt ou la limitation des traitements et l'euthanasie ou le suicide assisté de l'autre, qui sont, de leur point de vue, des homicides sans rapport avec la profession médicale. Vous voyez, la raison pour laquelle j'évoque tout ça, c'est pour montrer combien le débat est complexe et combien c'est très fin, les objets de discussion et de débat. En tous les cas, c'est au moins des débats moraux et des débats éthiques, incontestablement, et ça va servir de socle au débat politique et, in fine, au cadre légal, parce que c'est en ces termes que les choses sont discutées. Donc chacun de ces mouvements va œuvrer pour être reconnu légalement comme le modèle à suivre. Jusqu'à aujourd'hui, ce sont les soins palliatifs qui ont obtenu l'audience et la reconnaissance des pouvoirs publics légalement, puisque dès 1986, ce sont eux qui sont inscrits sur un agenda politique à travers la circulaire Larocque, puis la première loi de soins palliatifs va suivre quelques années plus tard, en 1999. Donc, la réponse du législateur à ces mauvaises morts, ça a été, acharnement, abandon, ça a été le développement des soins palliatifs. Excusez-moi, il me reste combien de temps ? Ah d'accord, D'accord. Je vous prie de m'excuser.
j'ai pas regardé à quelle heure j'avais commencé. Donc je voudrais revenir un tout petit peu sur l'histoire du mouvement des soins palliatifs, et je vais maintenant centrer mon propos là-dessus. Peut-être beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, je m'excuse si c'est le cas, je vais essayer d'être brève et concise. Donc historiquement, les soins palliatifs apparaissent évidemment pas dans les années 70-80 comme je vous l'indiquais, ils sont beaucoup plus anciens, ça date de la fin du 19e siècle. Ils ont parti liés historiquement avec les congrès religieux, avec les congrégations religieuses, avec le développement de ce qu'on appelle le mouvement des hospices, qui sont des lieux qui vont accueillir les personnes en fin de vie. Ils vont d'abord beaucoup se développer en Grande-Bretagne, où les premiers hospices émergent là-bas. Je vais vite. Surtout, ce que je voudrais pointer, c'est que, en même temps que ces lieux pour la fin de vie émergent, on va se préoccuper de la prise en charge, donc des mourants bien sûr, mais aussi de prendre en compte la douleur, et en particulier les douleurs de la fin de vie. Et on va avoir un personnage extrêmement important que vous connaissez sans doute sur ces aspects-là, qui est Cicely Saunders, qui était médecin, enfin qui est devenu médecin après un parcours où elle n'était pas médecin, qui va développer donc la notion de douleur totale et qui va beaucoup travailler sur la question des morts cliniques, que va ensuite beaucoup reprendre le mouvement des soins palliatifs. C'est progressivement aussi avec le travail de ce médecin, Cicely Saunders, qu'on va voir se professionnaliser le mouvement des soins palliatifs, puisque dans les hospices, c'était des personnes qui intervenaient à titre caritatif, avec en particulier le St Christopher's Hospice à Londres. On va avoir un service qui se professionnalise avec des professionnels qui prennent en charge les personnes en fin de vie. Quand on parle de médecine palliative, il y a un autre nom important à mentionner, c'est celui d'Elisabeth Kubler-Ross, qui elle est une psychiatre qui est importante pour le développement du mouvement, et elle aussi sans doute vous la connaissez, au moins pour ce qu'elle a développé, les 5 stades du mourir, que devrait, je mets du conditionnel, traverser le mourant avant sa mort: le déni, la révolte, le marchandage, la dépression et l'acceptation. Donc très prégnant au début de l'histoire du mouvement des soins palliatifs. Je pense qu'aujourd'hui, cette question d'acceptation a été largement revue. Nous pourrons, vous êtes des spécialistes de ça, nous pourrons en reparler. En tout cas, les soins palliatifs s'en sont beaucoup inspirés. En France, le mouvement va ensuite arriver... alors, à la fois, il y a un personnage important qui est Patrick Verspieren, qui était un jésuite qui est parti en Grande-Bretagne et au Canada et qui est ensuite revenu en France et qui a beaucoup œuvré pour installer le mouvement en France. Donc tout ça pour dire que quand même, originellement, et même si depuis ils s'en sont éloignés, il y a un croisement entre le monde médical et l'idéologie chrétienne. Donc le mouvement se diffuse en France. On l'a dit, il y a d'abord la circulaire Larocque en 86, la loi de 99. Juste à titre indicatif, la première unité de soins palliatifs en France, c'est en 87, avec le docteur Maurice Abiven, et puis en 1989, la première équipe mobile de soins palliatifs avec le docteur Jean-Marie Lassonnière. Ensuite, vous avez la loi de 99, structurante. Il y a 3 programmes successifs de développement de soins palliatifs qui vont se développer entre 1999 et 2012, si je ne dis pas de bêtises. Entre deux, bien sûr, cette fameuse loi Leonetti de 2005 qui a été rappelée en introduction. Mais tout ça, je passe vite. Et puis, un débat qui réémerge très souvent en confrontant les pro-euthanasie et le mouvement des soins palliatifs, en écho à des situations de fin de vie absolument dramatiques, comme ça a été le cas, par exemple, de Vincent Humbert, qui... Et en 2003, à la suite de ça, on a vu une refonte législative, et puis les débats actuels qui sont en cours depuis 2012-2013, qui arrivent aujourd'hui donc à cette proposition Leonetti-Claeys, font souvent écho à des situations comme ça très, très médiatisées. Je passe là-dessus parce que je pense qu'il y a beaucoup d'intervenants qui vont axer leurs propos sur ces questions-là. Alors, le développement institutionnel des soins palliatifs s'est fait au départ essentiellement par 2 voies. Les unités fixes de soins palliatifs, qui étaient le modèle très dominant dans le monde anglo-saxon,
et les équipes mobiles de soins palliatifs, qui est plutôt le modèle qui a dominé en France, pour 2 raisons. Une raison très largement publicisée, qui était celle de dire on va plutôt implanter des équipes mobiles parce que comme ça la culture palliative va se développer dans les établissements. Il ne s'agit pas de doter des professionnels de compétences particulières. La prise en charge de la fin de vie doit être le fait de tous. Donc c'était l'idée. La diffusion de la culture palliative, je pense qu'on pourrait en rediscuter. Je crois que j'aurai pas le temps aujourd'hui, mais en tout cas, je le fais dans mon livre. Les unités de soins palliatifs, bien sûr, il y en a quelques, il y en a, hein, évidemment, il y en a eu, mais c'est pas ce qui a été privilégié en France par les pouvoirs publics. Alors, il y a d'autres développements institutionnels, hein, plus récents, les réseaux de soins palliatifs, bien sûr, et puis les lits identifiés de soins palliatifs. Alors, je disais, il y avait 2 raisons. La diffusion de la culture palliative. Moi, je pense que la deuxième raison, c'est aussi une raison économique, hein, clairement. Je ne veux pas faire de cynisme, mais évidemment, ça coûte moins cher. Voilà. Donc, le développement institutionnel, moi, je voudrais revenir, du coup, si j'ai un petit peu de temps encore, sur les équipes mobiles de soins palliatifs et les unités fixes de soins palliatifs. 10 minutes. Bon, je vais essayer de tenir dans ces 10 minutes. Et là, je parlais un petit peu des travaux que du coup, j'ai pu faire. Ce qui m'a intéressée, enfin, ce que je me suis demandé, c'est si au sein de ce mouvement des soins palliatifs, que parfois on a tendance à voir comme un mouvement très homogène, il y a autant d'homogénéité que ça, et si c'est la même chose de faire des soins palliatifs en unité fixe. Est-ce que c'est la même chose de faire des soins palliatifs en équipe mobile? Est-ce que ce que revendique le mouvement dans sa construction originale, c'est la même chose que ce qu'il est au quotidien, aujourd'hui, quelques années après? Et donc, j'ai donc fait une enquête longue sur une équipe mobile de soins palliatifs en particulier. Et j'ai mis en perspective ça avec des travaux d'un autre collègue qui s'appelle Michel Castrat, qui est sociologue aussi, et qui, lui, avait travaillé sur les unités fixes de soins palliatifs. Et ce qui ressort de son travail, c'est que dans les unités fixes, et pour revenir à cette question du bien mourir, est quand même très marquée cette idée de... Alors bien sûr, prise en charge de la douleur, etc., c'est évident, mais beaucoup d'importance accordée au travail émotionnel, au travail de construction biographique. Ce cheminement que le malade doit faire pour tendre, sans vraiment y parvenir, mais tendre vers cette idée d'acceptation de sa mort, ou en tout cas, vraiment le fait qu'il passe du statut de malade curable au malade incurable, mais malade incurable mourant, c'est pas pareil. M'a-t-on souvent dit dans l'univers hospitalier, et effectivement, je suis assez d'accord. Donc, dans les unités fixes, cette idée de travail émotionnel est assez importante. L'accompagnement qui est mis en place par des équipes, par les équipes de soins palliatifs dans les unités fixes est largement orienté autour de ces questions-là. Alors moi, je voulais voir si ça se passait de la même manière dans les équipes mobiles de soins palliatifs. Et en fait, j'ai assisté à une réalité assez différente et j'en ai déduit aussi que les professionnels des équipes mobiles développaient une conception du bien mourir qui était assez éloignée de celle rencontrée dans les unités fixes. Et finalement, ce n'est pas les unités fixes, mais de celles qui étaient développées à l'origine du mouvement des soins palliatifs. Dans les équipes mobiles, les professionnels ne cherchent pas nécessairement à faire cheminer le patient vers l'acceptation de la mort. La verbalisation de la mort, d'ailleurs, reste assez rare et l'action des professionnels reste très largement orientée autour d'un travail technique ou clinique de gestion de la douleur, plutôt que ce qu'on appelle un travail sur les sentiments. Bien sûr, ce dernier n'est pas absent. La coopération du patient est essentielle, l'expression de sa subjectivité est essentielle, l'écoute du patient est essentielle, bien sûr. Mais ce que mes travaux ont montré, c'est qu'il y a malgré tout un cadre d'action clinique qui est privilégié, et ce pour 3 raisons. D'abord à cause en raison plutôt du mode de fonctionnement. Des interventions ponctuelles, comme le font les équipes mobiles, rendent improbable le travail sur les sentiments, voire même la mise en œuvre d'un accompagnement par les professionnels des soins palliatifs en tant que tels, au sens où on l'entend à l'origine du mouvement des soins palliatifs. Deuxièmement, cette centration sur la technique peut être un moyen
pour revendiquer une expertise en propre dans la gestion technique de la douleur, qui soit reconnue comme telle par les services référents, par les services hospitaliers. Et ça va favoriser la sollicitation des équipes mobiles. Elle a quelque chose à nous apporter. Elle va gérer la douleur de ce malade. L'accompagnement, c'est plus flou. Ça ne se mesure pas. C'est beaucoup plus difficile. Il y a beaucoup de questions éthiques qui se posent, qui ne sont pas forcément consensuelles, etc. La douleur, c'est consensuel. Donc, il y a une espèce de raison stratégique de la part des équipes mobiles qui leur permet aussi de se rendre nécessaire. On sert à quelque chose, on va tenter de lever les douleurs du malade. Et puis, la dernière raison sur laquelle je vais m'arrêter un petit peu plus longuement, c'est une raison que j'ai appelée situationnelle. Dans les équipes mobiles, il faut répondre aux attentes et aux besoins des services référents. Et il faut être cohérent avec la prise en charge qui est privilégiée dans les services hospitaliers. Or, les attentes des services référents relèvent le plus fréquemment d'aspects techniques. C'est essentiellement pour ça, en tout cas moi quand j'ai fait mon terrain, que l'on sollicitait l'équipe mobile de soins palliatifs. D'ailleurs, les services qui soulagent bien la douleur la sollicitent très peu. Donc ça le montre bien aussi. La deuxième chose, c'est que le silence sur la situation de mourant est plutôt la norme dans les services hospitaliers. Les médecins, pas tous, à l'hôpital, restent relativement réticents à communiquer au malade le fait qu'il va mourir. Donc on use de tout un tas d'euphémismes, mais la vérité, on ne la dit pas toujours très explicitement. Or, comme l'équipe mobile doit venir en soutien aux services référents, que si elle veut continuer d'être sollicitée, elle ne doit pas proposer une approche qui soit complètement décalée avec ce qui se passe dans les services hospitaliers. Elle est bien obligée, d'une certaine manière, de s'adapter à ce qui est fait dans les services référents. Et ça peut la conduire à renoncer à un certain nombre d'aspects qui pouvaient être structurants à l'origine du mouvement des soins palliatifs. Et d'ailleurs, quand j'ai fait mon enquête, l'équipe mobile de soins palliatifs révélait très rarement son identité. Très peu de fois, je l'ai entendu arriver dans la chambre d'un patient en se présentant comme équipe de soins palliatifs, mais comme équipe douleur. Elle était très souvent présentée comme telle par les services hospitaliers qui la sollicitaient. Et dire à un malade, quand on entre... Alors, il y avait des débats au sein de l'équipe, est-ce qu'il faut dire ou pas dire, parce que est-ce qu'on ne pervertit pas notre identité ? Enfin, je pense que vous connaissez ça très bien, mais... dire à un malade dont on ne sait même pas parfois s'il est au courant de son pronostic, voire de la totalité du diagnostic, ça revient à lui annoncer qu'il va mourir, puisque dans les représentations des gens, les soins palliatifs, c'est quand même la médecine associée à la fin de vie. Et donc, les professionnels des soins palliatifs échangeaient beaucoup sur ces positionnements, mais en tout cas, très clairement, dans leurs propos, si déjà les douleurs étaient soulagées, alors la souffrance c'est une autre question, c'était déjà parvenir à une meilleure fin de vie. Et donc ce travail sur les sentiments de construction de l'identité de mourant, si on doit parler en ces termes, est davantage laissé de côté en équipe mobile. Donc finalement, il y a des ajustements, des compromis par rapport au modèle orthodoxe, celui qui a émergé dans les unités fixes, qui est trop éloigné des possibilités concrètes des soins palliatifs lorsqu'ils s'exercent en équipe mobile. Si les équipes mobiles de soins palliatifs... j'avais compris. Quand je vois que ça s'agite à côté de moi, je comprends qu'il va falloir que je mette un terme. Donc, je vais terminer, je vais respecter les temps. Si les équipes mobiles dérogent trop de ce qu'attendent les services référents qui la sollicitent, et en particulier, si elle veut aller vers ce travail d'accompagnement, d'énonciation de la vérité, d'acceptation, de cheminer vers cette acceptation du mourir, de verbalisation de la mort, et que ce n'est pas ce qui se passe dans les services hospitaliers, que ce n'est pas ce qu'on attend d'elle, on va se trouver confronté à ce qu'on attend des conflits de valeurs, des conflits éthiques presque, entre ce qu'est une bonne façon de mourir du point de vue des services référents et ce qu'est une bonne façon de mourir du point de vue des soins palliatifs. Et ça, ce décalage qui peut exister,
si les soins palliatifs ne composent pas de manière à le diminuer le plus possible, ils ont toutes les chances de ne jamais être sollicités et donc de absolument plus pouvoir diffuser cette culture palliative ou cette médecine palliative. Et donc, peut-être que les mœurs évolueront et qu'on pourra revenir vers cette tendance originale. Et je ne sais même pas si c'est ce que les professionnels des soins palliatifs souhaitent. Là, il faudrait de nouveau travailler là-dessus. Mais il est très clair qu'il y a un fossé entre l'approche curative qui existe dans les services référents, qui reste dominante, et le mouvement des soins palliatifs. Et ce mouvement des soins palliatifs, pour acquérir une place dans l'hôpital à minima, a dû se reconfigurer, a dû s'ajuster à ce qui existe dans les services. Et je n'ai pas le temps d'en parler parce que là, je vais vraiment terminer. Mais je voulais rendre compte, en fait, dans mon dernier point, de ces conflits éthiques qui peuvent exister sur les bonnes façons de mourir, et en particulier dans des services où les équipes mobiles les soins palliatifs ne vont jamais, des services avec lesquels elles ne travaillent jamais, au nom justement de ces différents éthiques sur ce qu'est une bonne mort, et en particulier des services où on considère, et je vais juste faire une citation et je terminerai là-dessus, où on considère que mourir, faut pas que ça prenne du temps. Et il y a une surveillante d'un service qui me disait la chose suivante: mettre les malades sous morphine et les regarder mourir, moi je trouve ça horrible. Laisser les gens pendant 3 ou 4 jours s'enfoncer chaque jour un peu plus, je trouve ça très dommageable. Je ne vois pas l'accompagnement comme ça, de dire à quelqu'un qu'il va mourir et d'attendre. Pour moi, il faut que ça aille vite. C'est pour ça que je n'aime pas les soins palliatifs, je trouve ça horrible comme fin de vie. Donc vraiment, je trouve cette citation extrêmement explicite, et c'est rare que les gens en parlent aussi... de façon aussi explicite. J'ai fait des centaines d'entretiens, c'est très rare, mais vraiment, son image de la mauvaise mort, c'était les soins palliatifs. Une mort qui longe, une agonie, puis le malade, il sait qu'il va mourir, à quoi ça sert, c'est terrible, c'est insupportable. Et donc, il fallait accélérer les choses. Donc on soulageait, mais ce soulagement passait par l'endormissement à minima, voire plus, et là je n'ai absolument pas les compétences pour en juger, et ce n'est pas l'objet de mon propos. Je vais m'arrêter là, je m'excuse, je dois être absolument confuse à la fin, je suis navrée, je crois que j'ai beaucoup de temps, puis en fait non. Merci de votre attention.